Le 31 octobre 2013, aux alentours de 23 h, un homme, d'une cinquantaine d'années, se hâte vers la réception de l'hôtel où lui et son épouse ont loué une chambre depuis 2 jours. Il s'agit de la chambre 602. Il sollicite avec urgence l'intervention des secours, expliquant au réceptionniste avoir découvert son épouse au sol dans la salle de bain, son visage recouvert d'un sac plastique. Le réceptionniste contacte immédiatement les services d'urgence et la police pour les informer de la situation. Entre-temps, le réceptionniste, accompagné de l'époux et d'un autre individu présent ce soir-là, se rend dans la chambre. Le réceptionniste utilise un appareil pour vérifier si la victime respire encore, mais malheureusement, il est déjà trop tard. En moins de 10 minutes, les secours et les forces de l'ordre arrivent à l'hôtel et se dirigent vers la chambre 602 pour constater les faits. À leur arrivée, ils découvrent le corps sans vie d'une femme d'environ 40 ans, allongée sur le dos, à côté d'un sac plastique. L'identité de la victime est immédiatement établie, il s'agit de Véronique Piroton, une femme de 42 ans, journaliste, qui travaillait dans la communication au centre hospitalier psychiatrique de Liège. L'homme présent dans la chambre avec Véronique ce soir-là n'est autre que Bernard Westphal, un député du parti Mouvement de Gauche. Les secouristes déploient tous leurs efforts pour réanimer Véronique. La chef urgentiste administre un massage cardiaque, tandis que Bernard, son mari, partage qu'il se sentait terriblement mal à ce moment-là, priant de toutes ses forces pour que Véronique revienne à la vie. Pendant une période de 20 minutes intense, les secouristes mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour ramener Véronique à la vie, mais malheureusement, leurs efforts sont vains, il est trop tard. Il est 23 h 35, les urgentistes confirment le décès de Véronique Piroton. Son mari Bernard Westphal, apprenant cette nouvelle douloureuse, est sous le choc. À quelques kilomètres de là, à Liège, la famille de Véronique est prévenue du drame, leur témoignage déchire le cœur. En tant que seul témoin et probablement le principal suspect dans cette affaire, Bernard Westphal est soumis à un interrogatoire par la police afin de comprendre les événements survenus dans la chambre cette nuit-là. Il explique aux policiers que sa femme s'est suicidée par asphyxie, indiquant qu'il l'a trouvée avec un sac plastique sur le visage. Bernard précise qu'il a retiré le sac plastique du visage de sa femme et a tenté de pratiquer un massage cardiaque. Il explique que c'est la raison pour laquelle les policiers ont découvert le sac plastique non pas sur son visage, mais à côté de sa tête. À présent, tous les éléments suggèrent fortement que Véronique Piroton s'est probablement suicidée. En effet, des emballages de médicaments, notamment des antidépresseurs, ont été découverts éparpillés dans toute la chambre et la salle de bain. La chambre est sens dessus-dessous, avec des verres de vin renversés sur le sol et d'autres sur la table, suggérant une possible dispute. Et lorsqu'ils examinent de plus près, les policiers découvrent des éléments troublants. La médecin urgentiste remet en question la thèse du suicide avancée par Bernard, considérant que cette mort n'est pas naturelle. Après examen, elle a identifié des marques de pression au niveau du cou, du nez et de la jambe de la victime. Les doutes commencent à s'installer chez les policiers quant à la véracité des déclarations de Bernard Westphal. Le corps est alors envoyé à la morgue pour y être autopsié. Et pendant son interrogatoire, Bernard Westphal va faire plusieurs révélations aux policiers à propos de sa défunte épouse Véronique Piroton. Il dira d'elle qu'elle avait des tendances suicidaires et que durant de nombreuses années, elle a tenté à maintes reprises de se suicider. Une fois elle est allée jusqu'à se jeter dans un fleuve. Heureusement pour elle, elle a pu être sauvée par un passant. Les proches de Véronique qualifiera ces actes comme étant des appels à l'aide et Bernard Westphal les qualifiera de malaise profond. Les enquêteurs réaliseront que Véronique entretenait une relation extra-conjugale avec un psychologue nommé Oswald, qui était son ancien compagnon. Véronique et Oswald avaient été en couple pendant 4 ans avant qu'elle ne rencontre Bernard Westphal. Ils ont mis fin à leur relation car Véronique souhaitait se marier et fonder une famille, tandis qu'Oswald affirmait ne pas se sentir prêt pour cette étape de la vie. Après sa séparation avec Oswald, Véronique rencontre Bernard Westphal en mai 2012, et le feeling passe très bien entre eux. 3 mois plus tard, ils ont décidé de sceller leur union par le mariage. Bernard avait déjà 2 grands-enfants, une fille et un garçon, issus de précédentes relations, tandis que Véronique avait elle-même un fils de 14 ans du nom de Victor. Quelques semaines après leur mariage, Véronique reprend contact avec Oswald, son ancien compagnon, et ils renouent leur relation. En approfondissant leurs investigations, les enquêteurs constatent l'existence de conflits et de malentendus dans la relation entre Véronique et Bernard. Véronique se plaignait du fait que Bernard ne contribuait pas suffisamment aux dépenses familiales, tandis que Bernard prétendait le contraire. Mais la vérité, c'est que je renflouais tout le temps son compte parce qu'à partir de 14 mois, elle n'avait plus d'argent sur son compte. Tantôt 500 €, 1000 €, 2000 €, 3000 €, très régulièrement. C'est ça, alors qu'elle avait elle-même un bon salaire. Véronique confiera à plusieurs de ses proches son désir de se séparer de Bernard. À présent, les enquêteurs cherchent à déterminer si Bernard Westphal était au courant
révélation pourrait potentiellement changer la donne de l'enquête, suggérant un mobile lié à la jalousie d'un homme qui aurait tué sa femme pour l'avoir trompée. Lorsque la police interroge Bernard au sujet de sa connaissance de l'adultère de sa femme, il répond qu'il n'était pas au courant et affirme qu'il aurait rompu depuis longtemps s'il l'avait su. Cependant, des éléments du dossier révèlent que Bernard a reçu une lettre parfumée à son domicile peu de temps après son mariage avec Véronique. Cette lettre, rédigée par Oswald et destinée à Véronique, détaille le dernier rapport intime entre Véronique et Oswald. Confronté à cette correspondance, Bernard interroge Véronique sur son contenu, mais cette dernière nie catégoriquement les faits décrits dans la lettre. Dans un geste censé démontrer son innocence et prouver qu'elle ne ment pas, Véronique décide de porter plainte contre Oswald pour harcèlement. Cependant, Bernard découvrira lors de cette enquête que Véronique a retiré sa plainte 2 semaines après l'avoir déposée. La police a examiné la possibilité d'une implication d'Oswald dans le meurtre de Véronique. Cependant, il a été établi qu'il disposait d'un solide alibi démontrant qu'il n'avait pas quitté Liège le soir du drame. Ces éléments indiquent que Oswald n'est probablement pas le responsable du meurtre de Véronique. Les enquêteurs focalisent leur attention sur la soirée du drame. Lors de son interrogatoire, Bernard détaille minutieusement son séjour à l'hôtel. Il explique que lui et son épouse souhaitaient profiter du week-end pour se retrouver, conscients de la difficulté de leur relation. Cependant, la police découvre une lettre rédigée par Véronique à son fils Victor le jour de son départ pour l'hôtel. Dans cette lettre, elle dit à son fils qu'elle ira se changer les idées à l'hôtel en raison des problèmes avec Bernard, laissant entendre qu'ils sont sur le point de se séparer. Notamment, elle ne mentionne à aucun moment son désir de se retrouver avec Bernard à l'hôtel. Confrontés à ces nouveaux éléments, les enquêteurs entreprennent la reconstitution de la journée du 30 octobre pour comprendre ce qui s'est passé. Ce jour-là, Véronique arrive seule à l'hôtel aux environs de 12h53. Elle prend une chambre pour une personne jusqu'au lendemain. Vers 15h, Véronique reçoit un message de Bernard lui annonçant qu'il compte la rejoindre à l'hôtel pour passer du temps ensemble, histoire de se retrouver. Elle est partie pour se reposer. Elle me l'a proposé. Moi, je lui ai dit. Et puis, je me suis ravisé. Je lui dis, je vais venir te retrouver. Elle me dit, pourquoi faire? Parce que j'ai envie qu'on se retrouve. Voilà. Donc, on se met d'accord. Elle réserve elle-même un bon restaurant sur la digue, d'Ostende. Et elle me guide pour arriver à l'hôtel, parce que je ne le trouvais pas. Véronique réserve une table dans un bon restaurant situé sur la digue pour dîner avec Bernard. Ce dernier explique qu'il ne connaissait pas l'emplacement exact de l'endroit et que c'est Véronique qui l'a guidé jusqu'à là-bas. Bernard arrive aux environs de 20h30, le dîner se déroule normalement, tout se passe bien, et il retourne ensuite à l'hôtel pour passer une nuit agréable. Le lendemain, vers 9h du matin, ils descendent au restaurant de l'hôtel pour le petit déjeuner. Après cela, ils remontent dans leur chambre et poursuivent la romance entamée la nuit précédente. Alors qu'ils sont allongés sur le lit, le téléphone de la chambre sonne, et Bernard décroche. Et à partir de ce moment-là, je vois une autre femme. Son visage change, son comportement change, son attitude change. Pour Bernard, il ne fait aucun doute que l'homme à l'autre bout du fil est Oswald, l'ex-compagnon de Véronique. Aux alentours de 15h30, le couple se rend dans une caverne où ils discutent assez longuement de l'appel reçu pendant qu'ils étaient dans leur chambre. À la suite de cette discussion, vers 15h39, Véronique envoie un message à Oswald dans lequel elle lui demande d'arrêter de la harceler, déclarant que c'est fini et qu'il doit la laisser tranquille. 3 minutes plus tard, vers 15h42, c'est Bernard qui envoie un message à Oswald disant « Regarde bien maintenant, pauvre homme, tu vas voir ». Ce message donne aux enquêteurs l'impression que Bernard aurait averti Oswald qu'il allait tuer Véronique. Cependant, Bernard a une explication quant au sens de ce message. Vers 19h45, le couple retourne à l'hôtel et s'installe au bar. Ils prennent quelques verres, et après un moment, Bernard sort pour fumer une cigarette devant le bar. Pendant ce temps, Véronique tente à plusieurs reprises d'appeler son amant Oswald, mais ce dernier ne répond pas. Lorsque Bernard revient au bar, Véronique lui annonce qu'elle souhaite se rendre aux toilettes. En raison de l'effet de l'alcool, elle a du mal à marcher correctement, et Bernard l'aide à se rendre aux toilettes. Une fois là-bas, elle tente encore à plusieurs reprises de contacter Oswald, mais sans succès. À 20h45, le couple est filmé par les caméras de vidéosurveillance de l'hôtel en train de prendre l'ascenseur pour se rendre dans leur chambre, marquant ainsi la dernière apparition en vie de Véronique Pierrotton. Bernard explique que son épouse Véronique a l'habitude de tomber dans des crises d'hystérie spectaculaires. Ce soir-là, lorsqu'ils sont montés dans la chambre, Véronique aurait commencé à se cogner la tête contre le mur et à attaquer Bernard en tentant de le frapper. En essayant de la maîtriser, Bernard aurait fini par être blessé à la main gauche. Souvenez-vous que lors de l'autopsie, des lésions ont été relevées sur le corps de Véronique, notamment au niveau de son nez et d'autres parties du corps. Selon Bernard,
ces blessures pourraient être attribuées à plusieurs chutes que Véronique aurait faites, notamment sur le nez, dans les heures précédant sa mort en raison de son état d'ébriété. Les voisins rapportent avoir entendu des bruits provenant de la chambre 602 le soir du drame. Ils décrivent des cris forts répétitifs d'un homme, visiblement en colère, mais ne comprennent pas la signification des mots prononcés. Ils entendent également des coups répétitifs sur le mur, ainsi que les cris d'une femme, suivis par un silence soudain. Après la crise, Bernard décide d'aller se coucher, laissant Véronique se diriger vers la salle de bain en murmurant des mots. Il ne sait pas précisément combien de temps il a dormi, mais lorsqu'il se réveille, il constate immédiatement que Véronique n'est pas à côté de lui. Inquiet, il se précipite vers la salle de bain où il la trouve allongée au sol, à moitié nue, avec un sachet plastique sur le visage. Si vous voulez, ça veut dire que je suis dans l'incapacité de hurler, je ne sais plus. Ainsi, selon le seul témoin de la scène, les événements se seraient déroulés de la manière décrite. Cependant, une expertise ADN de la scène a été réalisée le soir même du drame. Lorsque les résultats de cette expertise sont dévoilés, les experts sont interpellés par un élément particulier, le fameux sachet plastique que Bernard prétend avoir trouvé posé sur le visage de son épouse. En envisageant l'hypothèse d'un suicide à l'aide de ce sachet plastique, il semble peu probable que celui-ci retombe précisément sur son visage. En effet, lorsque toutes les voies nasales sont obstruées, la personne perd connaissance, et ce qu'elle tient dans la main tomberait probablement à côté d'elle plutôt que de se positionner directement sur son visage. Les résultats de l'expertise remettent en question les déclarations de Bernard. La présence du sachet plastique sur le visage de Véronique, telle que décrite par Bernard, semble poser problème, remettant en cause la cohérence de sa version des faits. De plus, une trace de fond de teint retrouvée sur le bas de l'armoire de la chambre d'hôtel. Bien que Bernard ne puisse fournir d'explication à la présence de cette trace à cet endroit précis, les experts affirment qu'il s'agit du maquillage de Véronique Pierroton, attribuant la trace à un frottement. Lors de la reconstitution des faits, il n'est à aucun moment mentionné que Véronique aurait pu tomber à proximité de cette armoire. Les experts confirment également que le corps de Véronique Pierroton n'a pas été déplacé, indiquant ainsi que son décès a bien eu lieu dans la salle de bain. Ces éléments ajoutent des nuances troublantes à l'ensemble de l'affaire. Sur le visage de Véronique, les experts ont relevé 14 fibres provenant de l'oreiller sur lequel Bernard Westphal prétend s'être endormi. Il est important de noter que ce type de fibre a du mal à adhérer à la peau, même lorsque le visage est maquillé, comme c'est le cas pour Véronique. Bernard explique que lui et Véronique ont passé toute la soirée du 30 octobre et toute la matinée du 31 octobre allongés sur ses oreillers. Selon lui, il est tout à fait normal de retrouver des fibres de cet oreiller sur le visage de Véronique. Cependant, cette explication ne convainc pas l'avocat général, et cela s'explique simplement. Selon les experts, pour que les fibres de ce type d'oreiller adhèrent à la peau, il faut un contact très intense avec le visage de Véronique Pierroton peu de temps avant son décès, car la quantité de fibres découvertes sur son visage est significativement importante. Plus de 9 mois après son arrestation, Bernard Westphal est remis en liberté. Le parquet belge estime qu'il ne présente pas de danger pour la société, mais il est néanmoins mis en examen pour le meurtre de son épouse. Pour la famille de Véronique Pierroton, cette libération est véritablement scandaleuse. Le 19 septembre 2016, le procès de Bernard Westphal s'ouvre, et au cours de cette audience, un élément capital est livré aux jurés, une communication téléphonique entre Véronique Pierroton et son amant Oswald. Cette discussion date du 29 octobre 2013, la veille de la mort de Véronique. Insultant par rapport à toi, donc il a essayé de me jeter sur lui si tu veux, j'ai continué, alors il m'a pris par les poignets, mais fort quoi, et donc ça c'est vraiment peut-être m'insulter de toutes les, m'insulter un gros sac de patates, enfin tout ce que tu peux imaginer quoi. Oui, oui. Et il ne voulait pas sortir de ma chambre, moi je ne voulais pas réveiller le pied, enfin finalement je suis le mettre dehors et je quittais la maison aussi quoi. Oui, donc vous en êtes venu aux mains alors? Oui, en tout cas oui. Ouais. Parce qu'il a de la force, ça a l'air de rien, faut pas croire. Hein. Face au président de la Cour, Bernard Westphal contre-attaque en expliquant que son épouse a l'habitude de tenir des propos diamétralement opposés à la réalité.
Il affirme que, lorsqu'on écoute attentivement cet appel téléphonique, on se rend bien compte qu'Oswald essaie de lui faire dire des choses qui sont fausses. À présent, le procès se concentre uniquement sur une question, les causes de la mort de Véronique. Les experts légistes mandatés par la défense de Bernard Westphal sont entendus, et tous démontrent qu'il est impossible de prouver que Véronique Pierroton a été battue puis étouffée. Ils avancent l'hypothèse que le mélange d'alcool et de médicaments l'aurait tuée. Véronique Pierroton se serait échappée et en s'échappant, elle se serait heurté le visage contre le bas de l'armoire. Bernard Westphal l'aurait rattrapée au niveau de la salle de bain et lui aurait posé le sachet plastique sur le visage pour terminer ce qu'il avait commencé sur le lit. Le 6 octobre 2016, après 3 semaines de débat, les jurés rendent leur verdict, Bernard Westphal est reconnu non coupable. Vu la réponse du jury à la question posée par le président de la cour d'assises sur le fait mis à charge de Westphal Bernard Marcel Léon, né à Warem le 25 septembre 1958, 58 ans, à la question principale de culpabilité, non. Vu les articles, taisez-vous s'il vous plaît. Les jurés estiment que la cause du décès n'est pas clairement établie, donc ils décident d'acquitter Bernard Westphal au bénéfice du doute. La famille de Véronique Pierroton ainsi que ses proches ont très mal accepté ce verdict. Bernard, de son côté, refait sa vie avec une femme qu'il a rencontrée en prison en 2014. Il est aujourd'hui père d'un petit garçon né en 2019. Quelque temps après sa libération, il publie un livre intitulé « Assassin » dans lequel il retrace toute cette affaire. En octobre 2020, Bernard Westphal bénéficie de 83 150 € d'indemnité pour ses 10 mois de détention préventive à la prison de Bruges, ainsi que 38 300 € pour ses frais d'avocat et de contre-expertise. C'était tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo.